voudrais vous faire une espèce de petite introduction aux négociations climatiques, parce que les négociations climatiques sont un processus qui dure depuis longtemps, et ce qui se passe à la fin de l'année à Paris n'est qu'une étape importante certes, mais une étape dans un processus de négociation. Alors, je vous ai mis une citation qui est de moi-même, qui est une fulgurance que j'ai vue dans le train hier, qui est, si vous avez compris quelque chose des négociations climatiques, c'est qu'on vous les a mal expliquées. Alors, je vais essayer de vous les expliquer le plus mal possible, pour que vous compreniez. Voilà. Parce que effectivement c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui dure depuis 20 ans et qui mérite qu'on s'y attarde parce que c'est un processus qui est vraiment compliqué. Alors, la COP21, vous allez entendre parler de COP21, COP21, COP21 toute l'année. Donc la COP21, c'est la 21e conférence des parties, donc en anglais Conference of the Parties, COP, COP, à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La CNUC, de son petit surnom. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Tout d'abord, en expliquant ce qu'est la CNUC. Donc je vais l'appeler la Convention, parce que ça ira plus vite. La Convention sur le climat, c'est un des textes qui a été signé en 1992 à la conférence de Rio, avec la Convention sur la biodiversité et Agenda 21, dont on voit beaucoup la déclinaison au niveau local dans les politiques publiques. Donc elle a été ratifiée par 195 pays, donc quasiment tous les pays membres de l'ONU. Je crois que même la Corée du Nord a ratifié. Un objectif central de cette convention internationale qui a été signée à cette époque-là, c'est donc de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Ça, c'est un objectif politique, mondial, tout le monde est d'accord. Ce qu'on va voir, c'est que ça fait 20 ans qu'ils essaient de mettre en pratique cet objectif-là. Et le grand principe qui va structurer toutes ces négociations et qui est gravé dans le marbre de la Convention, c'est le principe de responsabilité commune mais différenciée face au changement climatique. Et cette responsabilité est basée sur les capacités respectives des différents pays. Les pays ont aussi, en particulier les pays, à l'époque on appelait les pays pauvres, un droit à un développement durable. Ce principe-là, c'est le principe fondateur et fondamental des négociations, et c'est le principe sur lequel butent ces négociations depuis 20 ans. Il consiste à dire que tout le monde est responsable du changement climatique, mais pas au même niveau. Et c'est là où ça va poser des problèmes. Je vais vous l'expliquer par la suite. Donc la Convention fait une division entre les pays riches, ce qu'on appelle les pays de l'annexe 1, et les autres. Et donc les pays de l'annexe 1, selon le principe de responsabilité commune mais différenciée, ont l'obligation de soutenir le développement soutenable des autres pays et de prendre la responsabilité des réductions des émissions de CO2. Parce que historiquement, c'est l'Europe et c'est les États-Unis qui sont responsables. Dans la Convention, on n'a pas d'objectif chiffré de réduction des émissions. Voilà, c'est une déclaration d'intention. Il y avait un objectif plus ou moins de 10%, mais bon, c'était pas rien de contraignant et c'était purement indicatif. Donc on est vraiment dans la déclaration d'intention. Et ça, c'est le texte sur lequel sont basées toutes les négociations climatiques depuis le début des années 90. Pour rendre un peu concret les objectifs de ce texte, donc à la COP 3, 1997, on signe le protocole de Kyoto, qui lui, pour le coup, met des chiffres sur la table. Le but, c'est 5,2% de réduction d'émissions entre 2008 et 2012, par rapport au niveau de 1990, au niveau mondial. Et la particularité de Kyoto, c'est que seuls les pays de l'annexe 1, donc seuls les pays riches, Europe, États-Unis, Japon, à l'époque, ont des obligations de réduction. Les autres pays, rien. Aucune obligation de réduire leurs émissions ou quoi que ce soit. Ils ont l'obligation de lancer un développement propre, voilà. Mais bon, concrètement, rien. Parce que toujours le principe de responsabilité commune mais différenciée. Donc ça, c'est le tableau des objectifs de réduction des différents pays. Donc l'UE, à l'époque, avec 15 pays, avait un objectif de réduction de 8% de ses émissions entre 2008 et 2012. Vous avez les pays qui n'étaient pas dans l'Union européenne à l'époque et qui le sont aujourd'hui, et qui, plus la Suisse,
et Liechtenstein, qui avaient à peu près le même objectif. Les États-Unis avaient accepté d'avoir un objectif de 7% de réduction de leurs émissions. Et puis voilà, après, vous aviez des pays aussi qui avaient négocié le droit d'augmenter leurs émissions. Genre l'Australie, parce que quand même le charbon australien, voilà, il fallait des débouchés. Et l'Islande, je sais pas trop pourquoi, pour être tout à fait honnête. Parce que l'Islande, ouais. Parce qu'il fait froid, voilà. Peut-être parce qu'il fait froid. Quoique ça va se réchauffer pour eux. Ils ont le chaud. Donc on voit que... Plus, Oui, mais bon, c'est tellement infinitésimal. ouais, par rapport à la... Et ce qu'il faut retenir, c'est l'Union Européenne et les États-Unis, à l'époque, avaient mis des chiffres sur la table et avaient signé un traité international disant je m'engage à réduire de 8% à de 7%. C'était ce qu'on appelle la belle époque. Le protocole de Kyoto met en place ce qu'on appelle des mécanismes de flexibilité. Le but, en fait, c'est d'aider les entreprises des pays qui ont des objectifs de réduction des émissions à réduire ces émissions le moins cher possible. Parce qu'une tonne de carbone émise en Chine ou en Inde a exactement le même effet sur le climat qu'une tonne de carbone en France. Donc, autant aller les réduire là où c'est le moins cher, parce que ça fera une contribution, la même contribution pour le climat. Ça, c'est en théorie. Comment ça marche? Alors, il y a 3 mécanismes principaux. Un marché mondial d'échange de quotas, qui a après été créé, qui a été décliné en Europe sur le marché des permis. Ce que Benoît a mentionné tout à l'heure, le MDP, donc un mécanisme de développement propre, et un autre mécanisme beaucoup plus mineur qui est la mise en œuvre conjointe. Le MDP, si vous voulez, ça consiste pour une entreprise européenne à aller financer des opérations de réduction des émissions de certains gaz, que ce soit du CO2 ou du méthane ou d'autres gaz industriels qui sont des gaz à effet de serre, principalement en Chine, parce que tout a été en Chine. Et ce qui a été réduit, donc disons que je suis une entreprise européenne, je fais un investissement qui réduit de 2 tonnes des émissions d'une usine chinoise, eh bien je récupère 2 tonnes de crédit carbone que je peux utiliser en Europe sur le marché carbone européen pour couvrir mes propres émissions en Europe. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas à réduire leurs émissions en Europe, elles peuvent les réduire en Chine et rapatrier des crédits carbone sur le marché européen. Ça a été copié parce que c'était les Américains qui avaient inventé ça. C'était les Américains qui avaient inventé ça, l'Union Européenne était absolument contre à l'époque, et au final les Américains n'ont pas signé Kyoto, et donc il n'y a que les Européens qui l'ont fait. Voilà. La mise en œuvre conjointe, c'est la même chose, mais avec les pays de l'ancien bloc soviétique, qui eux ont eu un effondrement de toute façon de leur production industrielle à l'époque, donc ça n'avait pas grand intérêt. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'était une énorme usine à gaz, c'est le cas de le dire, pour savoir il fallait faire une différence entre ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu ces investissements en Chine et la réduction réelle. Et ça a donné lieu à tout un tas de fraudes, de faux projets et tout ça, ce qui fait que beaucoup des projets de MDP en réalité ont rien réduit du tout. Et ont permis aux entreprises européennes d'aller chercher des crédits en Chine à bas coût et les ramener sur le marché européen pour couvrir tranquillement leurs émissions. Ça n'a pas été un grand succès. Après Kyoto, j'aime beaucoup cette image, l'administration Clinton signe Kyoto, Bush arrive au pouvoir, refuse de ratifier. Donc les États-Unis ne sont pas couverts par le protocole de Kyoto, évidemment sous pression de l'industrie pétrolière. Au final, après des années de tractation, la Russie finit par ratifier, parce que pour que le protocole entre en vigueur, il fallait que, alors j'ai jamais les chiffres en tête, mais que X pays représentant X% de la population mondiale et X% des émissions mondiales ratifient. Quand la Russie signe en 2005, le protocole entre officiellement en vigueur. Et donc les objectifs pour l'Union Européenne de 8% sont des objectifs internationaux reconnus. Et la Russie a signé juste parce que l'Union Européenne leur a dit si vous signez, on vous fait rentrer dans l'OMC. Donc, c'est une condition d'entrée à l'OMC. Voilà, ça a été un deal entre la Commission Européenne et la Russie. Vous rentrez dans l'OMC, mais en échange, vous signez le protocole de Kyoto. Donc ça, c'était en 2005. Le protocole entre en vigueur, en sachant que le protocole fait des engagements pour la période 2008-2012. Donc très vite se pose la question de préparer l'après 2012, parce que bon, voilà, après 2012, on ne sait pas ce qui se passe,
Et donc les négociations commencent, donc c'est la COP 13 à Bali en 2007. Outre la question de après 2012, donc en gros entre 2012 et 2020, il apparaît la question aussi de quelle est la vision à long terme. Qu'est-ce qu'on fait pour 2050? Quel est l'objectif mondial sur le climat à 2050 ou même avant? Parce que c'était quelque chose qui n'était pas abordé avant dans les négociations, donc on commence à parler de ça, et ce qui est pas plus mal. Bon, ils n'ont pas trouvé la réponse, hein, mais ils en parlent. Donc on arrive à ce qu'on appelle le plan d'action de Bali, qui dit que ces négociations-là, pour l'après 2012, doivent prendre fin en 2009 à la COP 15 de Copenhague. Et je reviendrai sur la question de Copenhague après. Ces négociations, elles vont se diviser en 5 piliers principaux, ce qu'on appelle alors c'est très jargonneux, hein, les négociations internationales. Donc la vision partagée, c'est-à-dire les objectifs de long terme. L'atténuation, quels objectifs de réduction des émissions, donc ça c'est pour plutôt le court terme à 2020, et pour qui, et dans à quelle vitesse. L'adaptation, donc en lien avec ce que Benoît vous a présenté, les pays en développement disent très bien, il y a déjà des impacts qui sont en train d'arriver et qui vont arriver. Comment vous, pays européens et américains, vous soutenez notre adaptation? Question de technologie, comme dans la convention, les pays de l'annexe 1 sont obligés de soutenir le développement propre et soutenable des pays en développement. Arrive la question de la technologie. Comment on fait pour avoir des panneaux solaires, la technologie des panneaux solaires ou de l'éolien chez nous, sans payer des fortunes en royalties à des entreprises européennes. Et enfin, je le mets à la fin, mais c'est probablement le plus important, l'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes prêts, vous, Européens, à mettre sur la table pour financer non seulement la réduction de nos émissions, mais aussi notre adaptation. Et ça c'est la clé des négociations. Hein. Quand ça sera résolu, je pense qu'on aura un accord international impeccable. Parce qu'évidemment, l'argent, c'est important. Alors, le truc, c'est que depuis Kyoto, la situation a quand même un peu changé au niveau mondial. Alors, ce graphique, il est un peu, j'ai dû le retourner parce qu'il est un peu bizarre. En bleu, ce sont les pays. Alors, c'est un peu contre-intuitif. En bleu, c'est les réductions d'émissions. C'est les pays qui ont tenu leurs objectifs de Kyoto. En rouge, c'est les pays qui n'ont pas tenu leurs objectifs de Kyoto. Donc, on voit que grosso modo, alors là, vous avez l'Allemagne, là, vous avez la France, qui a c'est sur la période 2008-2012. Hein. Donc, en gros, là, vous avez surtout les anciens pays de l'ancienne URSS, qui ont connu un effondrement industriel. Pardon ? Non, les chiffres, c'est en pourcentage. Ouais, c'est en pourcentage de réduction des émissions, voilà, par rapport à 1990. À 1990. Ça veut dire que l'Ukraine, qui est tout à droite, a réduit. L'Ukraine a réduit sur la période 2008-2012. L'Ukraine en 2012 avait des émissions qui étaient 58,8% inférieures à celles de 1990. Tous ces pays-là, c'est juste que leur appareil industriel s'est effondré à la fin de l'URSS. C'est juste qu'ils n'avaient plus d'usine. Donc la France avait un objectif de 0 au protocole de Kyoto, c'est-à-dire qu'elle pouvait maintenir ses émissions. Elle les a réduites de 6%. L'Allemagne a réduit de 3,8%, le Royaume-Uni de 10%. Mais on voit qu'il y a quand même un certain nombre de pays qui n'ont pas du tout tenu leurs engagements de Kyoto. Le Canada qui a augmenté ses émissions de 25% quasiment, le Luxembourg, l'Australie pareil, l'Australie qui pouvait augmenter ses émissions mais qui les a augmentées 2 fois plus que ce qu'elle était censée les augmenter. D'accord. Et l'Islande? Vous avez droit à 10%. 20%. Ah bah oui, Augmentation de quand même, 20%. hein, Ils ont tous fait pareil. Voilà. Donc clairement le protocole de Kyoto n'a pas forcément très bien fonctionné. C'est incroyable. Les États-Unis, je n'ai pas vu. Oui, pardon. Pardon. Alors, les États-Unis. Attendez, je Ça vais. m'a Ils sont pas là. Non, alors ils y sont pas, parce que du Ah, coup, ils comme ils avaient n'ont pas pas ratifié le protocole, ratifié. ils étaient plus tenus par les objectifs. Donc, Mais sur le slide suivant, je vais vous le montrer. C'est intéressant Oui, parce pardon. que. Puis un peu sur le Canada. Pardon, je comprends. un élément de
polémique sur ces pourcentages-là qui correspondaient au fait qu'il y avait des productions qui avaient été externalisées et que la consommation restait en France. Ouais. En gros, il y a toute la question de savoir qu'est-ce qu'on compte dans les productions de gaz à effet de serre en France. Est-ce qu'on compte la production ou est-ce qu'on compte la consommation en rendant la consommation responsable C'est mon slide suivant. de production de gaz à effet de serre ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Diapositive suivante. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc ce qu'on voit sur la période 90-2011, maintenant on regarde de manière un peu plus agrégée sur les réductions sur la période 90-2011, on voit l'Union Européenne qui réduit de 300 millions de tonnes ses émissions, la Russie un petit peu aussi. Donc les États-Unis ont augmenté leurs émissions, mais pas énormes. Mais par contre sur la période, ce qu'on voit, c'est la Chine. Et là, la Chine a augmenté ses... les émissions chinoises se sont envolées sur la période depuis tout. Ce qui pose la question, comme le dit Gilles, de est-ce que nos émissions à nous ont vraiment été réduites ou est-ce qu'elles sont là, On les a transférées. nos émissions? Et la réalité, c'est qu'elles sont là, nos émissions. En grande partie. Parce que, je veux dire, la France qui réduit ses émissions de 10%, c'est quand même pas glorieux. Et par contre, on sait clairement que une partie de la production industrielle française, elle est là maintenant. Et des consommations en France, non. Et si on se refait le film, parce que je pense que là, pour le coup, on a tous vécu cette période-là, la façon de vivre a quand même beaucoup changé. On est dans un rapport au matériel, on jette beaucoup plus, on a beaucoup plus à... Concrètement, on consomme beaucoup plus qu'avant. Même si on a réduit de... C'est pas beaucoup. On éteint un peu la lumière. Pas sûr qu'on consomme plus. Si, on consomme plus de ça quand même. On consomme plus de ça, on consomme plus de ça aussi, on jette beaucoup plus de vêtements. Bon après, on va faire un bilan. Je suis pas sûre. En Vêtements, je suis pas sûr, mais ça, oui. Non, j'ai oublié de mettre le graphique, oui, désolé. Moi, je suis très économe. Mais toi, exception. Oui, donc je suis désolé, j'ai complètement oublié de mettre le graphique que je voulais vous mettre. Donc c'est la question de l'explosion des pays émergents, mais ça revient à ce que j'ai mis avant. C'est que donc il y a la Chine, mais il y a aussi l'Inde qui part de beaucoup plus loin, mais qui a ses productions qui sont en train de s'envoler. Et du coup, on se retrouve, si vous vous basez sur... Qu'est-ce que j'ai mis après? Excusez-moi, je regarde si j'ai pas inversé mes slides. Voilà, j'y reviendrai, mais regardez ça. Ce graphique. Vous voyez, donc ça, c'est le rythme de croissance des émissions par an 2011-2012. Et donc ça, c'est les émissions totales de CO2 par an. La période de Kyoto, c'était ici, et la Chine commençait à augmenter ses émissions. Pardon. Merci, oui, parce qu'on a du mal à voir. Mais voilà, clairement, la responsabilité était là. La responsabilité historique est pour l'Union Européenne et les États-Unis. Aujourd'hui, clairement, la distinction qui existait entre la Chine et les autres ne peut plus tenir en termes d'émissions, parce que même si ces deux-là réduisent leurs émissions, les émissions chinoises font que de toute façon, eux aussi, même s'ils ont un niveau de développement inférieur au nôtre, vont devoir réduire leurs émissions quoi qu'il advienne. Et je vais revenir sur ça parce que c'est un peu la question de l'équité qui est importante. Ah bah, on va bien ça. Ah bah ça va. COP 15, Copenhague, je pense que tout le monde s'en souvient. C'était ça, c'est Paul Watkinson, le négociateur en chef pour la France, qui a un chouette type en plus, qui est très intéressant et qui pourrait très bien être écolo. Il était démoralisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les négociations climat, c'est un espèce de truc où en gros tout se négocie dans les dernières 48 heures. Et les dernières 48 heures sont 48 heures après la fin théorique de la conférence. Donc en gros, ça se négocie pendant 72 heures non-stop sans dormir. Je ne sais pas comment ils font pour faire des textes à peu près compréhensibles, d'ailleurs ils ne sont pas compréhensibles. Donc il y a eu, si vous vous souvenez, à la fin de l'année 2009, il y a eu une mobilisation mondiale, médiatique, dans l'opinion sur la question du climat qui était du jamais vu. C'était vraiment, tout le monde parlait de climat, il fallait sauver la planète et tout ça. Et du coup, grande a été la déception quand l'accord de Copenhague est sorti et qui ne comporte rien. Les seules choses qui comportent, c'est la reconnaissance enfin d'un objectif partagé pour tout le monde de 2 degrés Celsius, parce qu'on en parlait mais il n'était pas reconnu jusque-là, et une promesse par principalement les États-Unis et l'Union Européenne d'un financement à hauteur de 100 milliards de dollars par an à destination des pays en développement pour l'atténuation et l'adaptation.
Donc ça a été le grand truc, mais au final, on n'a pas eu de grandes avancées, et en tout cas, on n'a pas résolu les grandes questions. L'année d'après, à Cancun, où c'était une sacrée gueule de bois pour tous ceux qui s'intéressaient au climat, on a eu quand même une vraie avancée, je pense, qui était importante. C'était la création du Fonds vert pour le climat, qui commence à être lancé maintenant. Et donc c'est un grand fonds qui est basé en Corée, je crois, qui en gros va être le véhicule principal, mais pas le seul, mais le véhicule principal de tout l'argent, de tous les 100 milliards en fait, des contributions des pays de l'Union Européenne et des États-Unis qui vont passer par ce fonds vert. Donc j'ai mis outil principal du financement de l'adaptation, mais en théorie c'est 50-50 atténuation, donc réduction des émissions et adaptation. Et l'avantage du fonds vert, et ce qui est une avancée, c'est qu'il y a une gouvernance qui est censée être à 50-50 entre pays développés et pays en développement. Ce qui change par exemple de la Banque mondiale, qui est un organe américain, clairement. Voilà. Donc c'est un peu pour ça que les pays dans les négociations ont poussé pour... et français de temps en temps. Et le FMI d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une avancée en théorie, parce que c'est une gouvernance beaucoup plus équitable de la distribution de l'argent que ce qu'il y avait avant. Le fonds vert, pour le moment, a reçu une dizaine de milliards de dollars en dotation, et la France y a contribué à hauteur d'1 milliard de dollars. Pour le moment, c'est-à-dire là, c'est en ce moment. Ouais, c'est Hollande qui a annoncé ça il y a quelques mois. Par an. C'est pas... non, c'est 1 milliard en cumulé sur plusieurs années. Oui, c'est 1 milliard sur 3 ans, je crois. Donc, Ah non, mais on est loin encore des 100 milliards. On est très très loin des 100 milliards. Hein. Non. Mais on va voir, c'est que ça... Gilles ? Sur cette question-là, moi j'ai jamais compris quelle était, parce que c'est des sommes qui ont été versées au fond, ou c'est un engagement de verser les 10 milliards ? Non, oui. Les 10 milliards, c'est des sommes qui ont été... Normalement, c'est des sommes qui sont budgétées pour le fonds vert. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si elles ont déjà été versées, mais en théorie, c'est le chèque que la France a mis sur la table, quoi. 1 milliard, c'est... On Voilà. est d'accord qu'en principe, le fonds vert, il est prévu pour commencer au moment en 2020 Non, il commence maintenant. Non, il commence. Non, Et il donc, commence ça veut dire maintenant. qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites sur le fonds vert? Pas encore, mais ils sont en train. Enfin, ils sont en train. Là, en fait, les 10 milliards, c'est vraiment le premier budget. C'est le premier budget du fonds vert. Voilà. Mais le fonds vert. C'est qu'on annonce 10 milliards déjà depuis 2 ans et tout, et qu'on n'a pas l'impression qu'il a été dépensé, que c'est toujours le même milliard pour la France. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est 1 milliard par an du tout. Non, c'est 1 milliard sur 3 ans. D'accord. Pour la France. C'est 1 milliard sur 3 ans. Mais je crois que si ça n'a pas été versé, c'est en train de l'être parce que le fonds vert a commencé ses activités. Je sais par exemple que le fonds vert est en train de recruter des dizaines et des dizaines de personnes. Donc vraiment la machine est en train d'être lancée. Donc il y a la France pour le moment, l'Allemagne qui a mis 1 milliard aussi, les États-Unis ont mis... La Norvège. Alors les États-Unis ont mis 2 milliards peut-être. Ils ont fait dans le banque, ils sont allés en Chine. Voilà. Ouais. La Norvège en mis pas loin d'1 milliard. Et après c'est des petites contributions de 100-200 millions. Non mais il y en a d'autres. Hein, mais je sais qu'on est au-dessus. La Belgique a mis 500 millions. Enfin c'est voilà. Et en fait, c'est un peu de logique de coup par coup. La France, dans 1 an ou 2, ils vont se dire bon, est-ce qu'on remet 1 milliard sur 3 ans ou 500 millions Voilà. machin, ou... Donc, Bah oui, parce que les pays n'ont pas envie. Pas Ils ont, si tu veux, les ministères des Finances n'ont aucune envie de s'engager à mettre 30 milliards sur 10 ans. Et c'est pour ça que quand on aura réglé la question du financement, c'est ça. Et Il y a un des un voilà. objectif et il y a un engagement annuel et c'est inscrit au budget de chaque État et on sait qu'on va Là, il contribuer. n'y a pas de visibilité. Là, il n'y a Aucune. aucune visibilité, tu ne peux pas monter des programmes, tu Tu peux as pas dit monter que des des politiques personnes avaient pérennes. embauché, mais quel type d'emploi? D'où l'idée d'une contribution. Attendez. Philippe, t'as pas encore parlé. Non, mais je vais dire quel type d'emploi, parce que si c'est pour des techniciens, ici il y en a suffisamment. C'est plutôt du concret que... Ah bah de toute façon, mais ils ont besoin de techniciens et de financiers pour le concret. De toute façon, c'est surtout des financiers et c'est des gens qui vont répartir des fonds. Hein. Donc, déjà c'est de l'argent. Non, mais il faut imaginer que... il faut bien des gens pour faire tourner le fonds. Il y a déjà Ça se fait pas tout seul. suffisamment de structures
Parce que justement, Non, mais je pense que le but, c'est pas d'avoir des frais de fonctionnement qui sont à 50% du budget non plus. Mais... Après, quel que soit ce qu'on pense de ces trucs-là, s'il y a de l'argent à dépenser, il faut une façon de le dépenser, que ce soit dans une collectivité locale. Et là, on est sur un fonds international. Si c'est pas un machin qui est fait pour ça, on utilise les outils de la Banque mondiale avec les inconvénients dont tu parlais, qui sont une gouvernance qui est, en gros, c'est les pays riches qui décident sur la Banque mondiale et tout est à New York. Alors, on peut le critiquer, mais c'est une vraie avancée, hein, le fonds vert. C'est un vrai truc comparé à la Banque mondiale. Concrètement. Ça commence, je veux dire, on n'a pas de recul sur ce qu'ils vont financer. Donnez-leur un peu une chance de financer des projets. Après, on en reparlera dans 5 ans quand on aura un peu de recul. Pour le moment, ils se lancent. Donc on arrive petit à petit à Paris, donc 2015, où les grandes questions de la vision partagée, donc les objectifs à long terme, les objectifs pour 2020, l'adaptation, le financement, au final, au fil des années, rien n'a été réglé. Et donc, Paris va devoir répondre à un certain nombre de questions. La première, c'est donc quelle trajectoire mondiale dans la lutte contre le réchauffement climatique. La première question, c'est, bon, on a des objectifs pour 2020, plus on commence tôt, moins ça sera difficile dans le futur. C'est-à-dire que si on veut avoir une courbe de réduction qui est à peu près linéaire et pas plate maintenant et qui chute de manière vertigineuse dans le futur, il faut commencer tôt. Alors les pays ont mis sur la table des engagements pour 2020, mais qui sont largement insuffisants. Puis l'objectif de long terme, on en revient toujours là, mais il faudrait quand même une vision commune de quel est l'objectif dans la lutte contre les changements climatiques. Donc on sait que l'objectif c'est 2 degrés, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'ils sont capables de se dire, là dans le texte de négociation, il y a des éléments qui disent, voilà, 0 émission nette au niveau mondial en 2050, 2060, 2070, ils sont en train de négocier sur la date et tout ça, sortie des fossiles, enfin voilà, il y a des choses comme ça, mais pour le moment on ne sait pas. Voilà. Ils disent limité à 2 degrés, mais concrètement on ne sait pas quelle est la trajectoire pour y arriver. Et la question de l'équité, sur laquelle je vais passer un peu de temps, reste plus importante. C'est qu'une fois qu'on sait de combien on doit réduire les émissions, qui fait quoi, à quel rythme, et ça c'est quand même quelque chose de très important. Donc je voudrais vous montrer aujourd'hui, on repassera sur le graphique que je vous avais montré. Ça c'est les parts historiques d'émissions. C'est-à-dire que c'est les émissions cumulées depuis 1850. Comme les tonnes de CO2 restent dans l'atmosphère, c'est pas juste une tonne apparaît et elle disparaît, c'est surtout depuis le début de l'industrialisation, la responsabilité pour le changement climatique. Les États-Unis, 27% de toutes les émissions cumulées depuis 1850. L'Union européenne, 25%. Donc, États-Unis, Union européenne, c'est 50%, c'est 2 blocs, 50% de la responsabilité historique pour le changement climatique. Il faut en être conscient. Et c'est sur ça qu'elles chopent les négociations, parce que vous avez l'Union européenne et les États-Unis qui demandent aux autres pays de réduire leurs émissions, qui leur répondent ça. Vous d'abord. La Chine, 10%. Et je pense que sur ces 10%, il doit y avoir les 3/4 qui sont depuis 1990, en gros. Après, vous avez donc la Russie, 8% de la grande époque soviétique, le Japon, 4%, l'Inde, 3%, puis après vous avez le Canada, le Mexique, voilà. Donc grosso modo, si vous voulez, les négociations climatiques, c'est pas compliqué, ça se passe entre les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Chine et l'Inde. Voilà. Pour résumer, les vrais enjeux de pouvoir sont entre ces 4 pays. Les pays développés, c'est donc 15% de la population mondiale au XXe siècle pour 2 tiers des émissions. Pour en revenir sur les questions d'inégalité et d'équité. Oui. Et du coup, par rapport à ce que je commençais à aborder tout à l'heure en disant finalement la Chine, Ils ont une une part énorme dans cette question, mais on sait que, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose, une démarche qui cherche à articuler la question de la production brute, la question de la consommation, c'est à qui profite ces émissions-là, de manière à pondérer. Là, on peut imaginer que dans 10 ans, la Chine aura pris peut-être la deuxième place, Ouais. mais pour des choses qui ne bénéficient pas aux Chinois. Du coup, comment on fait pour Ça profite un peu à la Alors, Chine quand même, hein. Ça profite quand même La un peu aux production Chinois quand chinoise même. est en Chine.
les inventaires. Oui, exactement. S'il vous plaît, je vais finir. Ouais, vas-y, Je vais répondre. Les inventaires tels qu'ils sont faits à l'heure actuelle, c'est les émissions sur le sol du pays. Sur le sol. Voilà. Et évidemment, États-Unis, Europe ne veulent pas entendre parler d'inventaires qui calculent la consommation, tu vois, basée sur la consommation sur leur sol, parce qu'évidemment, là, ça change la donne complètement. Et donc les inventaires, il y a plein de trous. Hein. Je veux dire, par exemple, les transports de biens maritimes entre PIA et PIB n'est pas compris ni dans le PIA, ni dans le PIA, ni dans le PIB. Le transport international, en fait, n'est pas compris. Voilà. Avion et... Alors avion, ils essaient de l'inclure maintenant, mais c'est encore une guerre énorme. Donc non. Donc c'est la beauté des inventaires de l'ONU qui font que ça a clairement été édicté par les États-Unis et l'Union européenne. Oui. Les 17% qui sont en blanc, là, ça C'est le reste du monde. Mais ça fait non, ça c'est par pays. En termes de pays. Ça doit faire 150 ou 160 pays. Hein. 17% des émissions mondiales. Ouais, voire plus même, voire 180 pays. Parce que là vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pays qui font plus de 75% des émissions. Donc, il y a 185 pays qui... Il y a 185 pays qui font 15% des émissions mondiales. Voilà. Et sur les entreprises, il n'y a aucune question qui est posée aux entreprises qui sont multimondiales, quoi. Il y en a pas, il y a C'est un engagement du RSE aujourd'hui. il y avait partout, les Américains, ils sont partout. La filiale, l'entreprise française qui a une filiale en Chine, ses émissions en Chine comptent pour la Chine. Ce que j'appelle les multinationales, c'est plutôt ça. Ouais. Mais clairement, dans le processus de négociation, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. C'est posé par des acteurs de la société civile, notamment par Greenpeace, qu'il y a une responsabilité des acteurs privés, des multinationales, mais c'est pas une question politique. Greenpeace, par exemple. Ouais. Greenpeace, par exemple, défend l'idée que, multinationale française qui a des usines en Chine, les émissions chinoises devraient compter dans les émissions françaises. Mais non. On en est loin. Il y a du boulot pour... Donc on en revient là. Donc, ça, c'est les émissions par tête, par habitant. Donc vous voyez que les États-Unis font des efforts récemment, les émissions commencent à diminuer. Et quand on parle d'équité en général dans les négociations internationales, des pays comme la Chine disaient « j'aimais beaucoup, mais nous sommes très nombreux, donc par tête ça fait pas grand-chose ». Il se trouve qu'en réalité maintenant, la Chine a par tête exactement la même émission que l'Union européenne. Donc leur argument ne tient plus. C'est-à-dire que l'argument de dire, vous comprenez, on émet peu par habitant, mais on est nombreux, ça ne tient plus parce que l'Union européenne, elle, ils vont dire oui, mais on a un niveau de développement qui est moindre, donc on a des technologies qui sont moins avancées, donc voilà. Mais l'argument qui a tenu pendant 15 ans, qui consistait pour les Chinois à dire on ne fait rien parce qu'on est pauvre, ne tient plus. Et l'Inde, on parle toujours de l'émergence de l'Inde, c'est 0,5 tonnes par habitant. Hein. C'est 8 fois moins qu'un Américain moyen. Hein. Il faut, voilà. C'est 1 milliard de personnes ou 500 millions qui émettent zéro, hein, grosso modo. Donc, c'est 4 fois moins qu'un Européen. Voilà. Donc, alors ça augmente, hein, certes, mais les Indiens, je pense qu'ils ont encore un peu de marge. Et donc, résultat, une augmentation de la production et une augmentation des émissions par tête, on en arrive à la situation chinoise qui fait que les Chinois, aujourd'hui dans les négociations, ont bien compris que leur position politique ne tenait pas. Ils allaient être obligés de mettre des choses sur la table, sinon il n'y aurait pas d'accord. Un autre point de détail qui est important, c'est que depuis Kyoto, on a complètement changé la manière de réfléchir sur les réductions d'émissions au niveau mondial. À Kyoto, on a dit, bon voilà, il y a un objectif qui est de réduire les émissions de 5%. Ça, c'est le gâteau commun. Et après, les pays vont se répartir l'effort. Donc 8% pour l'Union européenne, 7% pour les États-Unis et tout ça. Et maintenant, on est dans une phase où, en gros, depuis Copenhague, mais ça a commencé bien avant, les pays se disent, je ne veux plus m'engager sur des objectifs comme ça mondiaux parce que c'est trop contraignant. Donc maintenant, on est dans un système où, grosso modo, chaque pays arrive dans les négociations et met son petit truc sur la table. D'ailleurs, moi, l'Union européenne dit, moi en 2020, je vais réduire de 20% et en 2030 de 40%. Les États-Unis, je ne sais plus de combien, mais pas grand-chose. Et en gros, tout le monde met ce qui les arrange en termes d'économie, en termes d'industrie et compagnie. Mais la question, c'est,
il n'y a aucune garantie pour que la somme de ces engagements soit suffisante pour rester sous les 2 degrés. Et même on est quasi... À l'heure actuelle, c'est absolument sûr qu'on est très très loin de ce qui doit être fait en termes d'engagement. Donc on a eu un renversement d'un système top-down à bottom-up, où en gros, maintenant c'est chacun pour soi, et puis c'est quoi, c'est le respect de la souveraineté, c'est ça. Et du coup, en fait, chacun dit je fais, ouais, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais il n'y a plus de vision commune de comment on arrive à 2 degrés. Est-ce que l'opinion américaine, l'opinion de la population américaine, en gros, est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on sait s'ils ont envie de diminuer Alors, je connais pas, je suis pas un expert de l'opinion américaine, mais je crois qu'il y a eu quand même une évolution aux États-Unis sur ça, plutôt positive. Je voudrais quand même sur les 10 dernières années, le rythme de réduction des émissions aux États-Unis était 2 fois supérieur à celui de l'Union européenne. Basé sur les gaz de schiste, au lieu du charbon, d'accord. Mais voilà, il se passe des choses aux États-Unis. Leur système politique est complètement bloqué sur la question du climat, mais Obama est en train de se mobiliser et a fait des choses. Je pense j'ai l'impression qu'Obama fait tout ce qu'il peut dans les contraintes de son système politique, qui sont immenses. Après, moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est aujourd'hui aux États-Unis une question clivante, une question qui fait polémique, sur laquelle il y a un affrontement. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors qu'en Europe, on peut dire que ça ne fait plus vraiment débat. On est à peu près tous d'accord sur l'idée que le changement climatique, ça existe et qu'il faut faire quelque chose. Après, le niveau de ce qu'il faut faire, c'est une autre chose, mais ça fait pas vraiment débat. Alors qu'aux États-Unis, c'est un truc qui est clivant. Attends, Gilles d'abord et puis Thomas. Sur les États-Unis, il faudrait regarder, c'est une fédération de et donc tu as des engagements d'État qui sont probablement largement supérieurs à pratiquement tous les engagements des États d'Europe. Oui, la Californie par exemple. Il y a la Californie, il y a le Vermont, il y a le Maine aussi, si je me trompe, et tout. Donc il y a réellement un certain nombre d'États dans lesquels... Mais il se passe des choses aux États-Unis, vraiment. Quand même beaucoup plus de pouvoir. Tout le monde a plus de pouvoir. Donc ça a réellement plus d'effet. Là, des phénomènes plus massifs, mais totalement en forme de mosaïque. C'est-à-dire que tu peux avoir d'un côté le Vermont, puis de l'autre côté le Texas. C'est pas du tout la même chose. Et en même temps, le développement des gaz de schiste est considéré comme un moyen de réduire les émissions. Donc, voilà. Il y a la géopolitique aussi. Hein. Oui, pardon, Thomas. Quand tu disais le gaz de schiste et charbon, ça veut dire les gaz de schiste émettent beaucoup moins de ça. Oui, c'est ça. En théorie, c'est-à-dire que brûler une tonne de gaz naturel extrait par les gaz de schiste, effectivement, ça émet, je sais plus, mais beaucoup. En théorie, beaucoup moins que le charbon. C'est ça qui explique une bonne partie de la baisse des émissions. De la réduction de l'émission. C'est ça. C'est qu'il y a eu un switch, si tu veux, des centrales à charbon aux centrales à gaz. Ça veut dire que c'est un peu artificiel. C'est un peu artificiel. Et surtout, ça ne prend pas en compte les fuites de méthane qu'il y a dans les puits de gaz de schiste, qui sont mal comptés dans les inventaires. Et que si tu commences à compter les fuites de méthane qu'il y a dans l'extraction du gaz de schiste, tu arrives à un bilan en termes de gaz à effet de serre qui est beaucoup moins favorable au gaz de schiste. Oui, mais ça ne traduit pas une vraie évolution des comportements et de l'organisation. Non, c'est vraiment c'est technologique. C'est technologique. Bah, c'est artificiel. Je ne sais pas si tu peux dire que c'est artificiel. C'est comme dire j'ai remplacé les centrales à charbon par du photovoltaïque, ça réduit les émissions, mais c'est artificiel. Sauf que la centrale photovoltaïque, tu sais la maintenir pendant quelques décennies ou siècles, alors que le gaz de schiste, je ne sais pas si... Oui, non mais eux ils le voient comme une énergie de transition, hein, le gaz naturel. Il y a quand même la volonté de... De toute façon, le boom des gaz de schiste dans 5 ans, c'est fini aux États-Unis, il n'y a plus rien, donc ils ont... C'est toujours une énergie fossile. Au moins, il nous reste 10 minutes. Ouais, mais c'est bon. Sur les objectifs de réduction, ça n'a aucun effet, mais toutes les énergies fossiles ne sont pas équivalentes à une de production de CO2 rapportée à la puissance. Oui, mais c'est ça. La question, c'est est-ce que tu saisis cette opportunité-là pour accélérer la réflexion, la transformation énergétique à côté, ou est-ce que tu te dis c'est bon, j'ai gagné 5 ans, je vais réduire. Alors, deuxième question qui devra être résolue à Paris, c'est donc comment s'engager, une fois que les pays auront mis leurs engagements sur la table, et qu'ils ne seront pas d'ailleurs suffisants,
Mais bon, une fois qu'on aura des engagements des pays, comment on s'assure qu'ils seront tenus? Parce que, comme on a vu, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas tenu leurs objectifs de Kyoto. Et alors que c'était censé être un système contraignant, donc où il y avait des vérifications et tout ça, là on ne veut plus entendre parler de système contraignant, c'est chacun pour soi. Et donc déjà il faut une méthodologie commune pour les inventaires, parce que c'est pas toujours la même manière de compter les émissions de CO2 ou de méthane dans les différents pays. Et un système de contrôle par les pairs, c'est-à-dire pas un truc comme à l'OMC où il va y avoir un tribunal qui va dire au pays vous n'avez pas réduit vos émissions, donc voici l'amende. D'ailleurs c'est bien dommage et ça prouve où est la priorité dans le contraignant au niveau international, c'est plus sur le commerce que sur le climat. Et ce système-là, c'est un système qu'on appelle le MRV, donc c'est la mesure, la revue et la vérification. C'est-à-dire qu'en gros, les pays veulent avoir accès aux inventaires d'émissions standardisés de tous les autres pays. Et pour résumer, c'est les Américains qui veulent avoir accès aux émissions chinoises parce qu'ils leur font pas du tout confiance. Et je pense qu'ils ont raison. Parce que déjà, moi j'avais vu des papiers comme quoi le PIB chinois serait surestimé de 20%, enfin bon, des choses comme ça. Donc on ne sait pas. Donc voilà, c'est un vrai enjeu. Disons qu'ils disent très bien, ça ne sera pas un truc contraignant. Par contre, on veut pouvoir contrôler et dire voilà, vous foutez de la gueule du monde. Ouais. Et puis il y a enfin l'architecture de l'accord. Est-ce que ça sera un système contraignant ou pas contraignant? Les Américains, en gros, veulent un accord à Paris qui soit suffisamment fort pour forcer les Chinois à réduire leurs émissions, mais qui est une forme légale qui n'ait pas à le ratifier, parce que ça passera jamais leur Sénat ou leur Congrès. Donc toutes les négociations en fait tournent sur la question de comment on trouve un accord qui convienne aux Américains. Sans qu'ils aient besoin de le ratifier. Sans qu'ils aient besoin de le faire passer par leur Parlement. Enfin, c'est un truc, ça devient absurde. Mais le problème, pourquoi ça tourne autour de ça, c'est que si on n'a pas les Américains à bord, on n'a pas les Chinois. Et que si on n'a aucun des deux, l'accord il sert à rien. Et qu'on ne peut pas avoir les Américains s'il faut passer par la case Congrès, parce qu'aujourd'hui c'est les Républicains qui le dominent. Et... Voilà. Donc ça ajoute une complexité de plus dans les négociations qui sont en train de se jouer. Troisième question. L'argent. Donc comme on en a parlé, c'est la clé des négociations à mes yeux. C'est vraiment ce qui garantit qu'on aura un accord à Paris ou pas. Et sans la garantie que les 100 milliards de dollars seront mis effectivement sur la table par an, les pays en développement disent non, moi je m'engage à rien tant que j'ai pas vu la couleur de l'argent. Ce qui est tout à fait compréhensible vu qu'ils sont pas du tout responsables du problème. Donc il y a une question qui apparaît maintenant, c'est quelles sont les nouvelles sources de financement qu'on peut trouver. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que les budgets en Europe sont pas au beau fixe. Et du coup, je pense que Bercy aurait un peu, notre cher ami Macron aurait du mal à mettre 20 milliards d'euros sur la table pour le financement climat à l'heure actuelle. Donc c'est comment on fait contribuer le secteur privé, comment on utilise les taxes sur les transactions financières qui est censé abonder ces financements-là. Donc voilà, il y a toute une réflexion sur ça. C'est en gros où est-ce qu'on peut trouver l'argent qu'on n'a pas dans le public. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette question, il n'y aura pas d'accord ambitieux à Paris. Alors il y a différents groupes de pays. Ça résume assez bien les négociations. Alors ce n'est pas le Conseil fédéral d'Europe Écologie, hein, c'est on avait Dany en haut. Ça on pourrait, mais non, c'est voilà. Dany en vert, ah non, Dany le rouge. Ce n'est pas José Bové. Bon, alors il y a différents groupes de pays et même dans chaque groupe de pays, des positions radicalement divergentes. D'abord dans les pays dits développés. Donc il y a ce qu'on appelle le groupe de l'ombrelle, alors je ne sais pas d'où ça vient ce nom. Peut-être parce qu'ils sont tranquillement dehors en train de bronzer. Donc c'est les pays qui sont en gros développés et qui freinent le plus possible contre un accord ambitieux et contraignant. États-Unis, Canada, le Japon a toujours été un peu ambivalent, mais grosso modo depuis Fukushima, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'autre choix, enfin ils pensent ne pas avoir d'autre choix que de réouvrir un certain nombre de centrales à charbon et à gaz pour alimenter en électricité leur population, donc ils se sont retirés complètement du truc. Le Canada a refusé de participer à une deuxième phase de Kyoto, parce que depuis 2013 il y a une deuxième phase de Kyoto où en gros il n'y a que l'Union Européenne qui s'est engagée.
Voilà, la Russie, parce qu'évidemment, exportateur de gaz et de pétrole. La Nouvelle-Zélande, je sais pas, peut-être pour le méthane des moutons. Après, il y a des pays qui sont plus actifs sur la question. Alors l'Australie, c'est un peu particulier parce que l'Australie, c'est un gros pays de charbon et compagnie, et leur dernier gouvernement est beaucoup plus raide sur les questions du climat. Mais historiquement, ils ont quand même eu une attitude relativement constructive jusqu'à il y a une dizaine d'années. La Norvège, c'est un petit pays, mais c'est un gros financeur, un gros bailleur de fonds pour le financement climat à l'international. Ils donnent beaucoup d'argent, en particulier pour les forêts. C'est leur grand truc. Aux Norvégiens, ils donnent des milliards d'euros et de dollars pour les forêts. L'Ukraine, je sais plus. C'était avant, peut-être. Oui, c'est peut-être avant, c'est avant quand ils étaient quand ils avaient le temps de s'intéresser à la question. Et donc, il y a historiquement les pays les plus actifs dans les négociations, les plus leaders, entre guillemets, ça reste l'Union européenne. Mais l'Union européenne a mis beaucoup sur la table en disant pour 2020 on fait 20% et personne ne l'a fait, à part eux. Ça leur a pas permis d'avoir la moindre influence dans les négociations. Maintenant ils sont plutôt isolés et voilà. C'est le bon élève, bien sage, mais qui au final a pas beaucoup d'influence. Dans les pays émergents et en développement, vous avez ce qu'on appelle les pays paniqués. Donc c'est les pays l'alliance des petits États insulaires. C'est en gros les pays qui clairement se rendent compte que s'il n'y a pas d'accord, ils disparaissent. Voilà, c'est pas compliqué. Donc eux, ils veulent un accord à tout prix, n'importe quoi, juste parce que ils veulent avoir de l'argent pour s'adapter et ils veulent avoir la certitude qu'il va rester un bout de leur pays dans 30 ou 40 ans. Donc après, il y a des pays qui ont très clairement très peu de pouvoir dans ces négociations, c'est les pays surtout africains, qui seront parmi les plus vulnérables au changement climatique, mais qui clairement n'ont aucun levier de pression ni sur les États-Unis ni sur la Chine. C'est plutôt même la Chine qui a un levier de pression sur eux à l'heure actuelle. Donc c'est les pays qui subissent les pires effets, et on peut dire qu'ils subissent aussi, ils n'ont que le ministère de la parole dans les négociations, quoi. Maintenant, il y a un groupe qui est apparu récemment, ce qu'on appelle les BASIC, c'est-à-dire Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine, qui sont les grands pays émergents, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas, dans la même situation que les autres, ils s'enrichissent beaucoup plus vite, ils ont beaucoup plus de moyens, ne serait-ce que par leur taille, et qui du coup sont un peu devenus un groupe à part qui est un peu sur la défensive, c'est-à-dire que ils invoquent, surtout les Indiens, ils invoquent le principe de responsabilité commune mais différenciée, les responsabilités historiques et tout ça, mais ils se rendent bien compte que l'évolution de leurs émissions fait qu'ils vont être obligés de mettre quelque chose sur la table, sinon ils n'auront pas de soutien politique nulle part. Donc ils sont vraiment sur la défensive. Et après, donc il y a les pays francs-tireurs de l'Alliance bolivarienne, alors c'est le Venezuela et compagnie, qui exhortent dans les négociations à l'avènement de l'écosocialisme mondial et à l'éco-trotskisme et compagnie, tout en fondant leur modèle de développement sur l'exportation de pétrole, évidemment. Et on peut rajouter un groupe, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar et compagnie, qui ont des équipes pléthoriques dans les négociations, qui arrivent par centaines de négociateurs payés grassement pour, en gros, demander que si il y a des objectifs ambitieux de réduction des émissions, ils soient compensés pour le manque à gagner de ce qu'ils ne vendront pas en pétrole. Donc ils veulent un mécanisme pour qu'ils soient compensés pour leur manque à gagner. On marche à la tête. Alors ça je l'ai fait. Et donc on arrive à surtout le plus important, ce qui va déterminer le résultat des négociations, c'est que demande Europe Écologie. Alors vous avez ici la motion qui a été adoptée, si tu veux la faire passer, la motion qui a été adoptée au Conseil fédéral de janvier, qui est le résultat du travail du groupe de travail que j'ai l'immense honneur de coordonner, avec le soutien actif et indéfectible de Benoît. Donc le texte est long, mais il nous a semblé important d'essayer de parler de plus de sujets possibles, parce que bon, je pense que si vous l'avez bien vu ce matin, que c'est un sujet qui touche à beaucoup de parties de politique publique et d'enjeux. Donc un certain nombre, là j'ai listé un certain nombre de demandes que nous avons, évidemment c'est pas tout. Tout d'abord, on veut un accord qui soit contraignant, donc qui force les gens à tenir leurs engagements,
équitable, donc qui respecte quand même la responsabilité historique de l'Europe et des États-Unis dans ça, donc qui fasse que l'Europe et les États-Unis prennent une grande part, la plus grande part de la responsabilité dans la réduction des émissions, applicable à tous, c'est-à-dire qu'on aimerait quand même bien qu'il y ait la Chine et les États-Unis dedans, ça serait pas mal, et qui nous mettent sur une trajectoire qui est compatible avec les 2 degrés. Donc on veut une trajectoire, parce que si on n'a pas de trajectoire, ça reste que des déclarations d'intention. Donc il faut des objectifs intermédiaires, disons en 2030 on réduit de temps, en 2040 on réduit de temps, et voilà, il faut des objectifs. Deuxièmement, bon, on ne s'est pas foulé, c'est un objectif du GIEC, mais bon, n'étant pas scientifique, je pense qu'il faut suivre les scientifiques. Une réduction des émissions mondiales de 40 à 70% en 2050 par rapport à 2010. Ce qui, grosso modo, correspond à la fin de l'ère des fossiles, en tout cas en Europe, aux États-Unis, dans tous les pays développés, et même partout. Parce que si on veut arriver à 70% de réduction en 2050, il faut que l'Union européenne et les États-Unis aient 0 d'émissions d'ici là. C'est pour ça qu'on appelle donc à une décarbonation complète de l'Union européenne d'ici 2050. Sachant que là, l'objectif officiel de l'Union européenne pour 2050, c'est de 80 à 95%, mais les politiques qui sont prises à l'heure actuelle, ça sera plutôt, à mon avis, on sera plutôt dans les 70%, voire 75% si on a de la chance. Nous, on veut 0 émission nette. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des émissions de CO2, mais il faut que les émissions de CO2 en Europe ne dépassent pas la capacité d'absorption des sols, des forêts en Europe. Donc 0 émission nette. Pour ce faire, on veut un système, en tout cas électrique et dans la mesure du possible énergétique, basé sur 100% d'énergie renouvelable, parce que le nucléaire, c'est pas bien. Pour revenir au concept de 0 émission nette, on demande à ce qu'une stratégie mondiale soit adoptée dans le cadre des négociations climat pour la protection des puits de carbone, que ce soit les forêts, ils en parlent, des forêts évidemment, et aussi et surtout les sols, parce que la dégradation des sols dans le monde, les sols c'est 25% si je ne me trompe pas du carbone stocké. Donc la protection des sols, ça sera un élément extrêmement important au niveau international de la lutte contre les changements climatiques. Comme la France reçoit la conférence et que notre cher président n'arrête pas de dire que la France est exemplaire et tout ça, on aimerait bien qu'elle le soit réellement exemplaire. Et ça passe, à notre avis, par déjà la fin de toutes les subventions aux énergies fossiles, parce que la France n'en parle pas beaucoup, mais elle soutient des entreprises comme Total, comme GDF dans leur exploration, que ça soit dans le pétrole arctique, que ça soit dans les gaz de schiste, le pétrole bitumineux au Canada. Donc il y a des subventions à l'exportation. Il y a un organisme qui s'appelle la COFAS qui fait des... comment tu le décrirais, Benoît? Ça garantit... Ouais, c'est un organisme de garantie pour les exportations, pour les activités internationales de nos groupes. Et ça, c'est un truc d'État qui garantit des centrales à charbon un peu partout dans le monde. Donc si la France veut vraiment être exemplaire, on va commencer à couper ces financements-là et les réorienter vers l'efficacité énergétique et renouvelable. Et donc on veut aussi une augmentation très sensible des financements climatiques. Donc 1 milliard de dollars sur 3 ans, c'est une blague pour un pays comme la France. On a largement les moyens, même si on est en crise, de mettre beaucoup plus. On en a non seulement les moyens, mais on a surtout la responsabilité morale. Et si on veut que l'accord de Paris soit un succès, il va falloir mettre un peu plus que ça sur la table, clairement. Et donc aussi une augmentation de l'aide au développement. Et enfin, ça c'est un débat, c'est une trajectoire aussi que nous souhaitons, c'est la construction en tout cas en Europe, mais si possible dans le monde, au moins d'une réflexion commune sur comment on invente un modèle de développement qui n'ait pas la croissance économique comme seul fondement, qui soit respectueux de toutes les limites de notre planète, pas juste climatique, sur la biodiversité, sur tous les aspects de la planète, et qui soit aussi équitable et qui réduise les inégalités. Vous trouverez plus de détails dans ce que j'appelle la Sainte Bible. On a presque... Dernière slide. dépassé notre temps, mais dernière slide. Je voudrais juste... Ça, c'est une réflexion un peu plus personnelle, mais je pense qu'on la partage un peu tous. C'est que la conférence de Paris, ça ne sera pas le grand soir du climat. Hein. Quoi qu'il advienne, même dans le meilleur des cas, l'accord qui sera signé à Paris sera largement insuffisant comparé à l'enjeu climatique. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on l'intègre, il ne faut pas qu'on fasse la même erreur qu'à Copenhague où on a pensé qu'on allait sauver le monde.
Les négociations de l'ONU, c'est un truc qui avance à une vitesse extrêmement lente, où il y a des intérêts qui sont tellement divergents entre les pays qu'on n'arrivera jamais à un accord suffisant. Il y a la crise économique qui passe par-dessus en plus, qui réduit la volonté des pays de mettre de l'argent sur la table, et tout un tas de conservatisme qui se réveille dans les périodes de crise. Et puis, malgré tout, même si je pense que leur pouvoir est en train de diminuer, il y a quand même un certain nombre de lobbies des énergies fossiles et en France du nucléaire qui sont toujours là et qui vont bien tout faire pour ralentir la négociation. Donc n'attendez pas de Paris que ça soit le grand soir. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas se mobiliser et qu'on n'a pas à attendre. Le message que je voudrais vous faire passer, et mon point de vue personnel, c'est qu'on n'a pas à attendre un accord de Paris pour faire des choses. On est en train de les faire. Tout un tas d'initiatives qui sont vachement bien et qui se développent partout. C'est quelques logos parce que c'est les plus connus entre Negawatt, Énergie Partagée, Mercop, Alternativa et compagnie. Mais je veux dire, c'est à nous, militants politiques, d'aller parler à la société et d'utiliser la COP21 pour parler de climat et de changement de notre modèle. Ne pas attendre de la COP21 la solution avec un grand S, mais l'utiliser pour aller parler dans les élections ou même hors des élections à la population et leur montrer qu'on a des solutions, qu'on a un plan et qu'il y a des alternatives au modèle qui sont en train de se bâtir. Et voilà, et à nous de rendre ce modèle-là et cette alternative-là désirable.